Est-ce que tu recherches des articles originaux, engagés et éco-responsables pour ta boutique de musée ou d'équipement culturel? Personnellement, j'en ai un peu assez de retrouver dans toutes les boutiques de musées toujours les mêmes choses et surtout pour les objets et accessoires beaucoup de Made in China ou des articles qui ne racontent rien au design pauvre. Et des objets qui valorisent les femmes artistes, au-delà des livres, il faut les chercher. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer ma marque iconique, engagée, qui célèbre les femmes artistes invisibilisées à travers des objets du quotidien éco-responsables. Propose les objets de ma marque dans ta boutique de musée et découvre en exclusivité d'autres artistes disponibles pour 2026. Je te propose la création de produits personnalisés également pour ton musée avec tes propres héros et héroïnes bien sûr. Travaillons ensemble en 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre, le numéro 131. Si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie en janvier 2026, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est avec une nouvelle rubrique que je vous accueille pour ce premier épisode de 2026 et comme chaque année, cette nouvelle rubrique correspond à un mot de l'année. Souvenez-vous, je vous avais expliqué l'année dernière dans un épisode dédié, le numéro 119, que chaque année, je choisis un mot ou un slogan qui va rythmer mon année à la fois sur le plan professionnel et plus personnel. En 2025, j'avais choisi le mot respire, douceur et sens, ce qui a débouché sur des épisodes que vous avez beaucoup appréciés sur les bulles de tranquillité dans les musées par exemple et la playlist estivale Dolce Vita, etc. Et en 2024, on était plutôt sur de l'évasion et le mot croisière avec la playlist éponyme. Je vous ai remis les liens d'écoute de ces playlists en description de cet épisode. Pour 2026, j'avais envie de mouvement, d'aller de l'avant et aussi de laisser passer les choses que je n'estime plus essentielles à ma vie professionnelle et personnelle. Cet état d'esprit en mouvement, libre et dynamique, je l'ai résumé avec le slogan Move On, qui est donc la nouvelle rubrique 2026, avec une playlist qui s'enrichira toute l'année avec des épisodes ponctuels. Pour lancer la dynamique, cette nouvelle rubrique Move On, je vous propose aujourd'hui un épisode qui décide, avec cette nouvelle année, d'ouvrir un nouveau chapitre en listant 3 choses qu'on ne veut plus voir dans une exposition 2026. 3 choses qui agacent et qui ancrent notre secteur dans de mauvaises pratiques et des résultats qui ne sont pas à la hauteur pour les publics. Voyez aussi cette liste de 3 choses qu'on ne veut plus voir dans les expos 2026, comme 3 conseils que je vous donne, que je te donne pour tes futurs projets muséographiques et scénographiques, ou comme 3 prévisions pour un horoscope des musées idéal selon moi pour cette nouvelle année. Retrouvez d'ailleurs un autre épisode d'Horoscope, le numéro 100, qui listait des tendances partagées par des personnes du secteur et je vous invite à le réécouter pour voir si ces prédictions étaient bonnes. Alors, quelles sont les 3 choses qu'on ne veut plus voir dans une exposition en 2026 ou plutôt que je ne veux plus voir, s'il vous plaît? La première chose que je ne souhaite plus voir en 2026 dans une expo, ce sont les expositions qui se résument à du texte et à des objets.
Cela fait des années que je milite pour que nous arrêtions de faire des expositions livresques, comme si le visiteur se trouvait dans un canapé à feuilleter un catalogue d'expositions. Bien évidemment, le texte a toute sa place comme outil de médiation dans une exposition, tout comme les objets qui constituent soit un patrimoine à découvrir, soit l'illustration d'un sujet. Mais ce qui me chiffonne le plus dans ces expositions texte-objet, c'est lorsqu'il n'y a pas d'autre médiation qui va activer un autre canal d'apprentissage autre que la vue, toucher, sentir, écouter. Et ce qui me chiffonne encore plus, c'est lorsque ces textes ne sont pas incarnés, lorsqu'ils ne posent pas de questions, lorsqu'ils ne s'adressent pas aux visiteurs, lorsqu'ils ne racontent pas une histoire, mais ne donnent que des informations. Et c'est pareil pour les objets exposés, avec notamment ce cartel qui va finalement donner souvent un dialogue très réduit en fait avec le visiteur. C'est pour ça que je vous avais fait un épisode sur le renouveau des cartels avec plusieurs idées qui d'ailleurs ont déjà été prises et personnalisées par différents musées l'année dernière. Ces expositions livresques donc me dépriment car elles figent le musée dans une expérience ennuyeuse, je trouve, muséographiquement et scénographiquement parlant. Bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les expositions immersives faites uniquement de projections à contempler sont pour moi tout aussi ennuyeuses et proposent une expérience culturelle très limitée. En tous les cas, c'est mon humble avis. Car le point commun entre ces deux types d'expositions, texte, objet ou expo, projection, c'est justement l'absence de mise en histoire de personnages à rencontrer, de jeux de mots, de dialogue avec le visiteur et souvent une tonalité dans l'expression des contenus extrêmement neutre, sans personnalité, avec un vocabulaire souvent inadapté, même jusqu'au cartel et parcours enfant qui nécessitent pour la personne accompagnatrice souvent une espèce de traduction, une espèce d'adaptation avec son enfant. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui souhaitent créer des expositions texte-objet, car ce sont finalement les plus faciles et les moins énergivores à inventer. Pas de concept narratif, pas de manipulation ou de jeu à inventer et à fabriquer. Et parfois, on sait que les manips, c'est complexe à imaginer et à surtout fabriquer. Pas de script de film à imaginer et à faire valider par un comité scientifique 15 fois et ensuite à faire produire au regard des budgets qui se réduisent. Pour le muséographe et le scénographe qui créent les expositions texte-objet, ce n'est pas non plus le même temps de travail et le même jus de cerveau. Faire des expositions avec uniquement du texte et des objets, ça doit être bien plus reposant que créer des expositions où le public est au centre d'une histoire et déambule dans un espace fait pour lui, où ses 5 sens, son imagination et ses émotions sont prises en compte grâce à un scénario et un décor pensé pour lui. Et ça, c'est ce que je fais quotidiennement et ça utilise beaucoup de jus de cerveau, beaucoup d'énergie aussi à défendre ces solutions lors des arbitrages pour les personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec les expositions texte-objet et ça reste quand même, avouons-le, la majorité des professionnels des musées aujourd'hui en 2026. Alors, cette année en 2026, essayons d'aller de l'avant et de tenter les choses différemment avec peut-être des textes plus originaux, plus engagés, mieux calibrés, plus interactifs pour les visiteurs lecteurs. C'est déjà un petit caillou et une petite marche à franchir ensemble. Essayons aussi de ne pas supprimer les autres formats d'outils de médiation en dehors du texte du projet d'exposition pour une mauvaise raison. Le temps, l'énergie, les difficultés, etc. Car ce choix impactera forcément la qualité de l'expérience pour le visiteur qui se trouve au bout de notre travail. Si on supprime un film, si on supprime un jeu, une manip, un parcours enfant, eh bien finalement, c'est le visiteur qui paie la facture. Mais je vous l'accorde, c'est tellement plus facile et plus confortable pour tout le monde, y compris pour moi, de créer des expositions avec uniquement du texte et des objets. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'offrir aux visiteurs en 2026 ?
Et lorsqu'on rénove un musée, par exemple pour des scolaires et des familles, je ne suis pas sûre que ce soit adapté à toutes les situations et à tous les projets d'exposition. La deuxième chose que je n'aimerais plus voir dans les expositions en 2026, et peut-être que vous aussi, ce sont les stations d'audioguide bien trop longues. Encore une fois, pensez pour un visiteur croûté dans son canapé et qui n'est pas en mouvement dans un espace. Alors bien souvent, les points d'intérêt dans un audioguide, les stations sonores fixes dans une scénographie d'exposition aussi, ont une durée d'écoute trop longue pour un visiteur en mouvement, debout, surtout quand les temps d'écoute sont additionnés au fur et à mesure du parcours. Au-delà d'une minute par station, c'est bien trop long. Cela ne signifie pas que le commentaire audio soit creux et peu qualitatif en choisissant une durée en dessous d'une minute. Il faut juste sélectionner pour le visiteur ce qui nous paraît le plus important pour lui, le plus surprenant, insolite, pédagogique, engagé, immersif, etc. en fonction du parti pris que nous avons choisi dans le projet muséographique et dans la diffusion des contenus et des messages scientifiques. Alors, s'il vous plaît, s'il n'est pas possible pour vous de rédiger des scripts comédiens ou sonores inférieurs à une minute par point d'intérêt, faites-vous tout simplement accompagner pour éviter que votre outil audioguide soit complètement obsolète et inadapté à son usage. Et si vous êtes frustré du peu d'informations que vous transmettez aux visiteurs, entre guillemets, le peu d'informations c'est toujours assez relatif, eh bien pensez à un média alternatif et complémentaire à consulter au-delà de l'exposition, des pistes sonores par exemple exclusives à écouter après sa visite, pour aller plus loin par exemple. Mais s'il vous plaît, ne plombez pas l'expérience sonore proposée par un audioguide avec des formats de durée inadaptés et extrêmement longs par station. Le visiteur va décrocher et même nous, en tant que professionnels et passionnés, on décrocherait aussi et ça nous arrive, on peut l'avouer. D'ailleurs, est-ce que vous écoutez toujours toutes les stations audioguidées d'un parcours d'exposition ? Est-ce que vous écoutez toujours les stations audioguidées jusqu'à la fin ? Eh bien, moi, je vous l'avoue, c'est non. Enfin, la troisième chose que je ne souhaite plus voir dans les expositions en 2026, et peut-être vous aussi, c'est de manière générale l'absence du talent et de la parole des femmes. Il est souvent fréquent, par exemple, pour le choix des personnages d'une exposition, que les hommes soient uniquement présents, notamment, par exemple, lorsque les décideurs choisissent les experts qui vont être devant la caméra pour proposer un témoignage vidéo dans une exposition. Moi, ça m'arrive régulièrement de me battre pour au moins la présence d'une personne féminine ou bien la parité, c'est souvent un très doux rêve. Alors, est-ce qu'il n'existe pas, par exemple pour les experts, historiens ou autres, des historiennes qui pourraient également donner leur éclairage plutôt qu'un groupe uniquement masculin ? Pour le choix des œuvres, est-ce que les artistes femmes ne pourraient-elles pas être bien plus présentes aussi, non pas pour viser une parité encore une fois, qui est souvent historiquement impossible, mais pour viser une présence réelle et de nouveaux éclairages. Voilà, réinventer un petit peu la part entre hommes et femmes dans les expositions. Ainsi, mon conseil pour 2026 dans vos prochaines expositions, c'est de systématiquement vous interroger sur cette question et donc interroger la place de la femme et du féminin dans votre projet d'exposition. Est-ce que la question a été réfléchie au moment du séquençage d'exposition, du choix des sujets, du choix des œuvres, du choix des intervenants sur caméra ou ailleurs, des personnes mises en valeur au sein du projet ? Ce travail pour le matrimoine et la valorisation des femmes pourra peut-être prendre un peu plus de temps de travail, certes. Lors d'un projet muséographique, on va devoir creuser pour éviter de choisir la facilité et les premiers éléments que les livres vont donner sur tel artiste, tel sujet, tel référent, etc. On va devoir creuser l'état de recherche.
et des solutions. Cela pourra peut-être aussi créer quelques malaises lors des comités scientifiques ou des réunions de travail avec certaines personnes, lorsque quelqu'un osera poser la question « mais où sont les femmes là-dedans ?» Moi, c'est une question que je pose un petit peu régulièrement et qui met clairement mal à l'aise certaines audiences. Mais je pense qu'en 2026, il est important que nous soyons chacune engagés dans cette voie lors de la production d'une exposition. Voilà donc les 3 choses que je n'aimerais plus voir dans les expositions en 2026 et peut-être que vous aussi. En mes mots, donc, des expositions qui se résument à des objets et à des textes neutres et sans interaction avec le public. Ensuite, des contenus sonores tendance mais à la durée trop longue pour une exposition où le visiteur est en mouvement, mais aussi des expositions qui silencent le talent et la présence des femmes sur un sujet du patrimoine. Et toi, qu'est-ce que tu ne voudrais plus voir dans une exposition en 2026 ? Des cartels trop bas, des sièges absents, du numérique creux dans l'expérience utilisateur et les contenus. La liste est sans doute un petit peu longue. Je te laisse revenir vers moi sur les réseaux sociaux pour en discuter, notamment sur LinkedIn et Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, connectons-nous pour cette nouvelle année pour échanger sur l'avenir des expositions. À bientôt en février pour un nouvel épisode.